Donc, je vais vous présenter le premier orateur, qui est Jean-Luc Reignard. Jean-Luc est professeur émérite de l'Institut Agro de Montpellier. Il a fait une carrière d'enseignant-chercheur. Tout d'abord, il était ingénieur agronome, docteur de 3e cycle. Il a enseigné ensuite à l'ENSH, puis à l'Institut Agro de Montpellier. Aujourd'hui, il est en retraite et il développe son expertise sous forme de conseils, de dossiers, de projets, parce que en fait, son expertise est très riche, très diversifiée sur les espèces fruitières, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Et il s'intéresse tout particulièrement à l'écophysiologie et au devenir des cultures fruitières avec le changement climatique. Donc, il va vous parler aujourd'hui des orientations de recherche de la filière fruits en relation avec le changement climatique. Et je lui donne la parole. Jean-Luc, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la SNHF et à l'Académie d'agriculture de m'accueillir pour cet exposé que j'espère être une synthèse un peu prospective. Lorsque Yvette est venue vers moi et m'a posé la question d'intervenir dans cette série de webinaires, j'ai d'abord eu un moment d'hésitation en disant « est-ce que je suis encore pertinent pour parler de cette question ?» parce que j'ai quand même quelques années de retraite déjà. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième hésitation, c'était par rapport au thème « les espèces fruitières, d'où viennent-elles ?» Et je me rappelle que j'ai répondu à Yvette immédiatement, mais où vont-elles? Parce que c'est ça aussi la véritable question. Et je pense que les webinaires qu'il y a eu là depuis le mois de décembre montrent très bien, au travers des collègues INRA et autres, puisqu'il y avait aussi Fabrice Lebellec du CIRAD, etc., que finalement, l'histoire à la fois de la domestication, de la sélection de ces plantes, etc., révèle qu'on a une potentialité d'agir et de se préparer au futur. Et donc la question d'où viennent les espèces fruitières et où vont-elles, finalement, ce sont deux questions qui sont extrêmement liées. Voilà. Donc, alors j'ai essayé de construire quelque chose. Bien entendu, il n'y a aucune question qui sera impertinente. J'y répondrai dans la mesure de mes connaissances, qui sont limitées sur certains sujets. Vous pourrez en juger. Ensuite, cet exposé n'aurait pas été possible sans les facilités d'accès qu'on a aujourd'hui à la littérature scientifique en particulier, et qui montre que INRAE, d'une part, mais aussi le CIRAD et l'ensemble des collègues scientifiques et techniques de la filière sont complètement mobilisés sur un certain nombre de thématiques qui touchent cette filière, et bien évidemment, les impacts du changement climatique en font complètement partie, puisque les professionnels sont confrontés, on le verra, à des situations qui sont parfois très déstabilisantes et qui les obligent à essayer de se préparer au mieux. Voilà, sans plus attendre. Alors, vous verrez, il y a un certain nombre d'animations et j'espère également, au passage, quelques-unes des diapositives qui seront projetées seront sans doute un petit peu complexes, mais c'est volontaire. C'est aussi pour vous montrer jusqu'où la pointe de la recherche essaye d'aller et comment est-ce que ça peut éclairer finalement ce qui se fait en filière, en matière de préparation au futur, notamment sur une thématique que je développerai un peu plus, qui est celle de la phénologie des plantes. Alors, sans vouloir écorner le domaine de mes collègues de France Agrimaire avec lesquels j'ai discuté quelques instants avant cet après-midi. Donc, les superficies fruitières en France sont hors de proportion avec la filière viticole, si on voulait prendre une comparaison. C'est pas négligeable quand même, on est aux alentours de 200 000 hectares.
une valeur des fruits à la production, c'est-à-dire avant éventuelle transformation, qui est de 3 à 3,5 milliards d'euros. Une part dans la production végétale nationale qui malheureusement a diminué depuis quelques années. Normalement, j'ai une flèche, voilà. Et un déficit de balance commerciale dont il sera question tout à l'heure. Alors, à côté de ces signaux qui sont un peu rouges, il y a aussi des signaux verts, à savoir des savoir-faire techniques qui nous sont enviés et des atouts qui sont liés au territoire avec finalement une filière qui en France se déploie sur un territoire où on a à la fois des terroirs et des savoir-faire qui sont extrêmement différents, qui sont extrêmement diversifiés et qui permettent notamment, j'affiche ici uniquement sur les signes de qualité qu'on appelle des indications géographiques protégées. Tout le monde connaît par exemple la Mirabelle de Lorraine ou le pruneau d'Agen. Ce sont des indications géographiques protégées qui sont tout à fait reconnues et qui d'une certaine façon défendent aussi le produit vis-à-vis de produits concurrents. Alors, à côté de ce tableau qui est un peu nuancé, eh bien, on a aussi des situations variables selon les espèces. Vous observerez que ici, j'ai uniquement listé un certain nombre d'espèces de fruits charnus ou de fruits secs qui sont de la zone tempérée. J'ai bien écouté la conférence, les deux conférences de notre collègue Fabrice Lebelleg, qui travaille au CIRAD, qui vous a parlé de fruits tropicaux. Ça sortait quand même un peu de l'exposé cet après-midi. Je peux répondre à des questions, mais je ne suis pas le mieux qualifié pour le faire. Alors, situation variable selon les espèces. On constate que la pomme de table en France, c'est quelque chose d'à peu près stable. La poire a été une espèce fortement en déclin, mais il y a actuellement une volonté des professionnels de redévelopper autour de nouvelles variétés. La pêche et la nectarine, de même, ont connu sous la concurrence et le poids notamment de nos collègues et amis espagnols une forte pression à telle enseigne que 2 pêches sur 3 ou à peu près étaient importées. Cette situation semble, d'après les chiffres, être en légère reprise. Ça pourra être discuté si vous le souhaitez, etc. J'indique aussi, en allant en bas de cette liste, que les fruits à coque montrent en France une dynamique qui est très intéressante, qui s'appuie sur des signes de qualité, notamment la noix, mais également la noisette et plus récemment l'amande. Donc tout le monde connaît M. Montebourg, qui est un grand défenseur d'un certain nombre de valeurs nationales, mais vous savez qu'il a cofondé la compagnie des amandes dont je parlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure. Alors, dans les éléments de contexte, je voulais vous indiquer que produire des fruits, ce n'est pas uniquement une action de production. On répond aux attentes de l'agriculture française et de la société, notamment en termes de consommation. Il est aujourd'hui de plus en plus reconnu, nos collègues de l'INSERM en particulier l'ont particulièrement souligné, l'importance de la diète méditerranéenne, l'importance de consommer des fruits et légumes dans lesquels les calories sont relativement diluées, qui sont riches en fibres et en micronutriments, et c'est une façon de lutter contre la malnutrition et certaines pathologies qui sont liées à ce qu'on appelle aujourd'hui la malbouffe et qui peut éventuellement être liée aussi à un certain niveau de vie, cette question étant ouverte aussi sur le futur. Produire des fruits, c'est aussi faire fonctionner tout un écosystème dans lequel il y a le commerce et la distribution. Et puis, c'est répondre éventuellement à des valeurs d'éthique, et notamment est en débat depuis de nombreuses années la façon dont la valeur générée par la filière fruitière va pouvoir se partager entre ces différents acteurs, qu'ils soient producteurs, distributeurs, détaillants, etc.
À côté de ça, vous avez une production agricole, donc les enjeux techniques et économiques que j'ai mis dans cet encadré, de façon très rapidement énoncée, ce qui sort, et vous allez le voir dans le discours des producteurs. La première question qui sort, c'est la question de la compétitivité économique de leurs exploitations et des productions. Donc, à la fois à cause des aléas, éventuellement climatiques, mais pas uniquement, mais aussi tout simplement parce que les conditions de la compétitivité, et en Europe et par rapport au marché extérieur, les placent quelquefois dans une situation de concurrence qui est difficilement soutenable et qui interroge finalement en retour comment est-ce qu'on doit produire demain, avec quel type d'organisation, sur quelle variété, etc. et pour alimenter quel type de commerce. Donc on voit que les enjeux sociétaux ou socio-économiques actuels vont très fortement interroger cette question de la soutenabilité à la fois économique, sociale et environnementale. Et pour en rajouter un petit peu, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une autre question qui est posée, c'est celui du renouvellement des générations d'arboriculteurs au niveau de la production de fruits, à l'instar d'autres productions d'ailleurs. On va constater qu'il y a un vieillissement des chefs d'exploitation et qu'il n'est pas si facile que ça de s'installer en arboriculture parce que c'est une profession qui exige des capitaux et d'assez gros investissements. Pour répondre à ces enjeux techniques et économiques et à ces enjeux un peu de société aussi, vous avez un certain nombre d'acteurs qu'on va mettre en face. Et donc, vous avez bien sûr les producteurs et tout l'écosystème qui les entoure, je viens d'en parler, mais évidemment tout ce qui entoure les producteurs eux-mêmes au niveau des connaissances, de l'accompagnement technique et scientifique. Donc la recherche publique et privée, les instituts techniques, je n'ai nommé ici que le CTIFL, mais il serait injuste d'oublier l'ITAB, l'Institut technique des techniques de l'agriculture biologique, les stations expérimentales régionales qui vont décliner, on va dire, les grands axes de travail des instituts techniques, mais à un niveau plus fin et plus proche de la production. Et puis tous ceux qui fournissent cet écosystème de production, les équipementiers. Typiquement pour les fruits, on a les producteurs, les personnes qui sont du domaine du stockage, du domaine du conditionnement, des emballages, etc., etc. Et puis l'agrofourniture avec évidemment les engrais, l'eau, les équipements d'irrigation, les produits phytopharmaceutiques, etc. Et puis au plus proche des producteurs, ce que j'ai appelé les agents de développement, c'est-à-dire les techniciens notamment. Voilà. Et au travers de tout ça, vous voyez qu'on est dans un tissu de questionnement où vont pouvoir se dégager un certain nombre d'actions de recherche pour répondre au titre de l'exposé. Et j'annonce un peu le plan au travers de cette diapositive en indiquant que finalement, il va falloir comprendre un petit peu en quoi aujourd'hui produire des fruits, c'est quelque chose qui s'appuie sur une connaissance experte, etc., mais qui est aussi bousculé par des changements actuels, des changements globaux qui vont nous amener à essayer de comprendre les processus et à agir sur ces processus pour essayer de les modérer. Alors ça peut passer par des études génétiques et de sélection de matériel végétal. S'il y avait des arboriculteurs dans la salle, je ne sais pas si c'est le cas, je pense que chacun pourrait se reconnaître en disant « j'ai cherché la variété miracle ». Parce que c'était beaucoup la tendance à une certaine époque. Chacun sait que la pomme Pink Lady, si elle n'était pas arrivée aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation qu'on a sur la pomme en France. Et en fait, la pomme Pink Lady, elle a boosté en fait les résultats des exploitations de pommiculture. Voilà. La deuxième série d'actions va tourner non pas autour du matériel végétal, mais aussi des modes de culture, des systèmes de culture, et finalement ce que j'ai appelé les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire
tout l'attirail un petit peu de modélisation ou d'indicateurs qui vont permettre aux producteurs de prendre des décisions pour conduire les vergers de façon raisonnée et d'une façon également qui soit acceptable par la société. Alors l'ensemble de ce tableau, vous voyez, représente à la fois un ensemble de menaces et d'opportunités, et c'est ce que je vais essayer de développer dans ce qui suit. Alors, je suis heureux que des personnes de France Agrimaire soient là. On en parlait juste avant la séance pour indiquer qu'il y a quelques années, il y a 6 ans, s'est achevée une prospective sur le devenir de cette filière avec un questionnement qui était lié à la façon dont la filière, et notamment les sélectionneurs, allaient s'emparer des questions posées pour essayer d'imaginer le matériel végétal de demain. Et donc, ont été balayés un certain nombre de micro-scénarios. Le tout s'est agrégé et a débouché sur une synthèse qui est consultable en ligne sur le site de France Agrimaire. Je vous y renvoie. Et on voit que dans les grandes variables motrices qui ont, je dirais, séparé les 4 scénarios extrêmes, le changement climatique a été une variable motrice extrêmement forte. Donc sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a 2 hypothèses dans lesquelles on va avoir soit un impact déstabilisant du changement climatique, soit un changement complet de la gamme variétale pour avoir des variétés qui s'adaptent à une nouvelle donne climatique, et au contraire, 2 hypothèses opposées dans lesquelles on va avoir un effet limité du changement climatique. Et bien évidemment, la réalité d'aujourd'hui, elle se situe quelque part entre ces 4 pôles. Mais c'était aussi une façon de s'en préparer. Alors faire une prospective, c'est aussi... Ah, pardon, il ne fallait pas faire ça. Pour revenir en mode diaporama, il faut... Non, c'est pas ça. Bon, ça fait rien, je reviens. Voilà. Je suis désolé parce qu'il y a un petit masquage. Cette prospective est censée déboucher sur un débat de filière qui disent finalement ces 4 scénarios extrêmes, sont-ils souhaitables ou non? Comment peut-on les éviter si on les craint? Quelles actions faut-il développer? Donc la prospective, c'est un outil qui nous sert à alimenter le débat de l'ensemble de l'écosystème fruitier avec l'ensemble de ces acteurs pour dire, eh bien, prenons-nous par la main, développons un certain nombre d'actions à la fois sur le terrain et dans les laboratoires pour se préparer à des lendemains qui peut-être seront difficiles. Dans le discours des producteurs, maintenant, la question du changement climatique, eh bien, elle a mis un peu de temps à apparaître. J'ai beaucoup discuté à une certaine époque avec des obtenteurs de variétés. Je leur parlais de restrictions hydriques, moins d'eau pour irriguer les vergers. Alors, pour eux, ce n'était pas du tout d'actualité. Et puis, depuis quelques années, là, c'est vraiment venu sur le devant. Donc si on relève quelques grandes lignes de ce discours professionnel récent, on va quand même s'apercevoir que la compétitivité économique des productions et des exploitations reste au premier rang dans leur déclaratif, que le maintien d'un cadre, on va dire, réglementaire et de politique publique favorable à la filière sur le plan réglementaire, etc., c'est quelque chose de très important. Et puis réaffirmer des objectifs qui sont quand même en phase avec les objectifs de la société civile, avec notamment l'évolution vers l'agroécologie, mais immédiatement, les producteurs ajoutent, et on peut les comprendre, c'est du pragmatisme sans marche forcée. C'est-à-dire qu'ils veulent bien y aller, mais sans qu'on les pousse avec une fourche dans le dos et en respectant absolument la première des conditions indiquées sur cette diapositive, c'est-à-dire on ne peut pas sacrifier la compétitivité des productions à l'agroécologie. Il faut que tout avance ensemble. Alors, pour dire quand même que les professionnels ont largement
agit sur le terrain. Je vais juste donner un seul exemple qui a été largement soutenu par la filière pomme en France, et l'Association nationale pommes et poires a été initiatrice de cette démarche au niveau de ce qu'on appelle la charte des pommiculteurs de France, la charte de qualité des pommiculteurs de France, et qui, d'une certaine façon, converge avec un label gouvernemental qui est le label Haute Valeur Environnementale. Alors cette HVE, qui est organisée en différents modules, rejoint complètement ce qu'essaye de faire la charte de pommiculture, au travers notamment d'une gestion de l'eau qui soit économe, une réduction des intrants, ça veut dire réduction de pesticides, d'engrais, etc. Protection de la biodiversité, c'est très important, c'est moins directement connecté, encore que, au changement climatique. Et puis la protection des sols, parce que les sols des vergers ont été longtemps négligés, mais les enquêtes en verger montrent aussi que les conditions de fertilité des sols de verger, c'est un aspect extrêmement important, puisque les sols fixent du carbone lorsqu'ils sont vivants et lorsque les pratiques des producteurs sont respectueuses de ce compartiment du sous-sol, du sol et du sous-sol. Les producteurs, d'autre part, sont extrêmement attentifs à l'attention portée à l'équilibre de l'offre et de la demande dans le segment agriculture biologique, en sachant que la crise de l'énergie et la crise du pouvoir d'achat des années 2020, 2021, 2022 a pesé très largement sur la consommation en fruits bio, et à tel point que les bio ont été en grosse interrogation, est-ce qu'ils continuent, etc. Et un certain nombre de fruits bio se sont retrouvés sur le marché conventionnel parce qu'ils ne trouvaient plus preneurs sur leur propre créneau. Et puis est apparue dans le discours des producteurs, et ça m'a beaucoup intéressé, la volonté de décarboner la production. Donc plus on parle de changement climatique, plus on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans le discours des producteurs, les choses, ça y est, se sont tout à fait ancrées avec la volonté d'agir sur tous les postes qui sont émetteurs de CO2, qu'il s'agisse des intrants, qu'il s'agisse de l'usage de l'énergie, etc., etc. Et le CTIFL, qui malheureusement est absent cet après-midi, a mené avec l'ADEME un projet dans un cadre institutionnel qui s'appelle GreenGo, un projet qui s'appelle Performance environnementale de la pomme, auquel je vous renvoie volontiers, et qui a démontré quels sont les facteurs maximum d'émissions en verger et en station, et en gros, sur quel levier peut-on jouer pour que le verger soit le plus écologique possible par rapport à son impact sur le climat. Alors, c'est important aussi à un autre niveau, puisque dans ces cartons, normalement, le ministère de l'écologie, pour dire vite, parce qu'il a changé de nom, je crois, a dans ces cartons un label bas carbone qui pourrait, pourquoi pas, être, comment dirais-je, associé à d'autres labels par rapport à la valeur éthique et environnementale des produits de l'agriculture, et il y a une réflexion qui est engagée sur les fruits. Je reviens aux scientifiques. Alors, si on regarde, alors c'est une publication très, très récente à laquelle je vous renvoie le cas échéant. Évidemment, c'est publié en anglais. C'est pas très compliqué à lire, en tout cas, qui montre simplement que sur les années récentes, on voit une accélération au tournant des années 2010. Vous le voyez très bien sur les courbes ici. Vous voyez qu'il y a des cassures dans ces courbes et que le nombre de publications qui sont dédiées à la réponse des arbres fruitiers aux conditions environnementales, l'émergence de modèles prédictifs, des travaux sur la meilleure gestion de l'eau, les systèmes de production,
et des études de génétique et de sélection créatrice, certes à plus long terme, se sont multipliées depuis quelques années et ces courbes nous donnent une petite impression de courbe exponentielle. Malheureusement, cette étude est loin d'être exhaustive et j'ai trouvé personnellement que les travaux français n'étaient pas suffisamment connus. Je vais passer à une partie 2, et je vois que j'ai déjà largement croqué mon temps de parole. Questions biologiques et agronomiques liées aux évolutions du climat. Et là, on entre vraiment dans l'analyse des impacts. Donc, ce n'est pas uniquement des événements extrêmes, ça peut être aussi des phénomènes plus discrets mais constants. Avec le changement climatique, on va avoir globalement des hivers moins froids. L'hiver que nous avons en ce moment le dément un petit peu, mais c'est ça la tendance. Des étés plus chauds avec des épisodes caniculaires et des automnes qui durent et qui s'éternisent, qui ne facilitent pas non plus forcément la vie des producteurs. Un régime des pluies perturbé, avec comme corollaire à un niveau très macroscopique une menace sur les ressources hydriques pour l'agriculture et à une échelle qui est celle de l'exploitation et des parcelles de culture, un moindre confort hydrique des vergers. Et puis, malheureusement, comme les précipitations peuvent être extrêmement irrégulières, on peut aussi avoir des épisodes d'inondation. Et tout cet ensemble de facteurs, j'ai oublié de parler du vent, mais on aurait pu l'évoquer aussi, va impacter les rendements et la qualité des fruits, ainsi que cela pourra être illustré dans les diapos qui suivent. Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est les gels de printemps. Alors, ça peut paraître complètement paradoxal d'en parler à propos du changement climatique, surtout si on pense que changement, ça veut dire réchauffement. Mais en fait, ne pensez pas une seconde que les gelées de printemps, c'est derrière nous. Pas du tout. 2021 a été une année tout à fait exceptionnelle sur le plan de ces calamités agricoles qui ont frappé les vignobles et qui ont frappé les vergers. Quelques photos qui vous montrent que l'impact peut se traduire au niveau des rendements avec des pertes de jeunes fruits, mais également des pertes qualitatives avec des atteintes à l'épiderme des fruits. Et juste pour illustrer ça, je dirais que plus on avance dans la phénologie, plus on passe d'une situation de bourgeon fermé à un bourgeon qui s'ouvre et qui montre les ébauches foliaires, et puis après qui va montrer les inflorescences. Donc plus on avance dans cette phénologie, sur le tableau, on va de droite à gauche, on voit très bien que plus on avance, plus les organes sont sensibles au gel. Et donc, les risques sont non négligeables, et je le dis parce que je l'ai vécu avec un élève qui était en stage au Maroc, cultiver au sud n'exclut pas l'absence de risque. La photo nous montre des pommiers cultivés dans le Haut-Atlas marocain, 2300 mètres d'altitude quand même, avec un retour de la neige au mois de mai sur une pleine floraison. Et donc, en définitive, le risque agroclimatique se situe à l'intersection de risques de températures basses qui vont de plus en plus se rapprocher du 1er janvier, c'est-à-dire, en d'autres termes, que plus on avance dans le temps, moins on aura de chances d'avoir des températures basses, mais il faut croiser ça avec l'avance générale de la phénologie. Et donc, tout se passe comme si le risque agroclimatique sur les floraisons s'était déplacé vers des dates un peu plus précoces, en définitive. Et notre ami et collègue Jean-François Berthoumieux, qui travaille dans le sud-ouest, indiquait dans un écrit récent « Les risques de gel printanier en Agenais sur pommiers pruniers ne devraient pas s'accentuer dans le futur, voire diminuer, mais resteront toujours possibles. » Donc, le risque de gel, nous n'en sommes pas à l'abri.
Principale question biologique et agronomique liée aux évolutions du climat, je poursuis, perturbation du cycle annuel. Ça, c'est plus embêtant aussi, parce que finalement, l'arbre peut être impacté à tout niveau. Donc si je déroule ce diagramme qui est dû à une collègue de l'INRA à Bordeaux, BFP, on a des automnes qui durent avec une difficulté d'endormissement, on peut dire, de l'arbre, ce qu'on appelle une entrée en dormance tardive, et éventuellement, après une période un peu sèche, s'il y a un épisode de pluie, on peut avoir des floraisons d'automne qui sont intempestives et qui, en fait, vont consommer des fleurs qui auraient dû normalement s'épanouir au printemps suivant. Vous me suivez ? L'arbre perd ses feuilles plus tardivement. Ensuite, la question des hivers doux, on en a connu un certain nombre. Le CTIFL est très attentif à cette question et publie régulièrement des barèmes d'accumulation des heures de froid. Et pour dire, eh bien, cette année, peut-être que la floraison, ça va être un peu bizarre, parce que les arbres auront manqué de la dose de froid qui leur permet de se réveiller au printemps. Au printemps, donc j'insiste plus puisque c'était les diapositives précédentes, on peut avoir ces risques de gel. Et finalement, en plein été, eh bien là, on va être exposé au changement climatique sous sa forme estivale, c'est-à-dire des pics de chaleur, d'éventuelles restrictions hydriques et aussi, pourquoi pas, des dégâts plus abondants au niveau des populations d'insectes ravageurs ou encore des maladies. Je reviendrai sur cette question tout de suite. La perturbation du cycle annuel, ce n'est pas uniquement le cycle végétatif, c'est aussi le cycle reproducteur. 3 exemples rapides. Premier exemple, l'olivier. Ça peut paraître surprenant, espèce méditerranéenne, iconique. Il se trouve que l'olivier, on pense que les premières phases de l'initiation des bourgeons à fleurs se passent plutôt en fin d'été, mais en réalité, le développement des ébauches florales dans les bourgeons se fait l'hiver à la faveur de températures basses. Et ces températures basses, si elles ne sont pas suffisamment présentes, eh bien, ça va complètement altérer ce développement floral. Et donc, on aura un taux de fleurs anormal, voire des coulures complètes. Et c'est ce qui a pu être observé au Maroc dans les dernières années. Chez le cerisier et le prunier, on va avoir des fruits doubles. C'est-à-dire que l'initiation florale, la production des ébauches florales va se traduire par des fleurs doubles sur un même pédoncule floral. Et puis, on va avoir des phénomènes de fécondation, de pollinisation et de fécondation qui vont pouvoir être modifiés, soit parce que les floraisons ne sont plus coïncidentes, soit parce qu'on a une période plus courte de réceptivité des fleurs, ceci pouvant toucher l'amandier ou d'autres espèces. Une deuxième composante qui n'est pas la moindre, c'est la diminution de la capacité à assimiler le gaz carbonique de l'air. Et donc l'assimilation carbonée, c'est le moteur qui va finalement alimenter et la croissance végétale et le développement des fleurs et ensuite des fruits. Donc lorsque l'arbre est confronté à une situation de forte transpiration, il va essayer de lutter contre cette transpiration par la fermeture des stomates, ces petits orifices situés sous les feuilles. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un stomate fermé, c'est aussi un frein à l'entrée du gaz carbonique dans la feuille et moins de possibilités de fixation. Sur le diagramme, qui est peut-être un peu compliqué et je m'en excuse, j'ai voulu simplement ici souligner le fait que, vous le savez peut-être pas, nous l'avons mesuré avec un ingénieur en post-doctorat, la feuille en juillet, ici on est en région méditerranéenne,
passe d'une température nocturne de 19 degrés en surface à une température qui peut frôler 40 degrés en journée. Normalement, c'est tempéré par la transpiration. Mais si les stomates se ferment, la feuille chauffe. Et la feuille qui chauffe, c'est une usine à fixer le CO2 qui est beaucoup moins efficace. Donc la production de matière sèche va être altérée, mais on aura aussi un accroissement des pertes respiratoires, donc un bilan net d'assimilation du gaz carbonique par l'arbre qui sera défavorable, et in fine, on aura un impact sur la croissance des fruits. Donc on a au bout du compte une perte de rendement et une perte éventuelle de qualité avec des fruits de plus petit calibre. Et puis je n'oublie pas que l'impact du climat se marque aussi sur l'interaction de la plante avec ses bioagresseurs. Donc je prendrai ici deux exemples simplement. Celui du Carpocaps des pommes, qui est la chenille d'un papillon ravageur, qui pond ses œufs sur, je ne sais plus si c'est sur les feuilles ou sur les fruits, excusez-moi. En tout cas, la larve a 2 stades baladeurs, et ensuite elle va rentrer dans le fruit, consommer le cortex et le cœur du fruit. Le fruit ne sera plus commercialisable, il peut éventuellement chuter, etc. Ce Carpocaps, en se référant à des archives anciennes en France, en Suisse, etc., tous les pays qui ont étudié, d'habitude, ils faisaient 2 générations. Aujourd'hui, la 3e génération, elle est très régulièrement observée et on se pose la question de savoir si on ne va pas, dans un proche futur, observer le développement d'une 4e génération de ce ravageur. Alors, dans le même temps, on s'interroge sur les méthodes de lutte, à la fois au niveau de l'efficacité des insecticides, qui peut fluctuer, et aussi par rapport à tout ce qui est biocontrôle, quel est le potentiel de régulation des auxiliaires naturels présents dans la biodiversité du verger, mais également si on lutte par confusion, c'est-à-dire en envoyant des phéromones dans l'atmosphère pour tromper les mâles, est-ce que l'émission de phéromones sera toujours efficace ? Donc, ces questions ont été abordées par Marie Perrin dans une thèse récente qui a été promue par l'IMBE en région PACA et l'INRAE PSH en Avignon, et montre qu'il y a lieu quand même de s'inquiéter, de réexaminer les stratégies, etc. En matière de maladies, certaines maladies pourraient être favorisées par des températures plus douces, plus clémentes, surtout s'il y a de l'eau présente. Mais le modèle qui me semble avoir été le plus étudié, c'est celui de la pourriture brune des pêches causée par le champignon Monilia. Et là, en fait, on a pu construire un modèle dans lequel on regarde les réponses de l'hôte, les réponses du pathogène, les réponses de l'environnement. Et on aboutit à la conclusion que le potentiel épidémique du pathogène va sans doute être un peu écorné par des conditions d'un climat qui se réchauffe. Mais par contre, si le fruit a une croissance très rapide, il peut apparaître des craquelures sur l'épiderme, et ces craquelures sont comme des micro-fentes qui vont pouvoir favoriser le développement des spores et la colonisation du fruit par le pathogène. Donc, quel est le bilan de ces actions un peu opposées ? C'est aussi intéressant de se poser la question. Alors, je voudrais prendre ici le centre de mon exposé juste pour vous dire que nous avons essayé de réunir un certain nombre de ces connaissances dans un ouvrage de synthèse qui a été coordonné par un collègue INRAE, qui est Jean-Michel Le Gave, qui est à la retraite comme moi aujourd'hui. Cet ouvrage est toujours disponible. Vous pouvez l'acquérir pour une somme relativement modique, surtout sous forme numérique. Il est toujours commercialisé par Coae. Je n'ai pas d'intérêt économique dans cette affaire. Voilà. Et nous avons essayé quand même de faire un bilan multi-axes, multi-paramètres de toutes ces questions de changement climatique
Et le présent exposé, évidemment, s'en inspire assez largement. Alors, je voudrais maintenant focaliser quelques instants sur ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au printemps quand l'arbre sort de dormance, qu'on a le débourrement, c'est-à-dire les écailles des bourgeons qui s'entr'ouvrent, qui laissent sortir les feuilles, apparaître les inflorescences. Donc il y a eu beaucoup de travaux depuis quelques années et je voudrais vous montrer à quel point non seulement la recherche s'acharne à résoudre cette question, mais parce que probablement c'est une question clé de la durabilité des vergers par rapport à la régularité de production, mais c'est aussi une question clé pour demain, dans un futur un peu plus lointain, parce que ça va orienter les travaux de sélection végétale, c'est-à-dire de quelle variété avons-nous besoin demain en termes de phénologie et de réponse aux conditions notamment thermiques. Alors, il est acquis depuis un certain nombre d'années que l'hiver se divise en gros en deux parties. Le bourgeon va enregistrer, va être soumis d'abord au froid de l'hiver. Il s'est protégé puisqu'il est à l'abri de ses écailles et sa dormance le protège aussi vis-à-vis d'un démarrage intempestif. Et puis à un moment donné, la dose de froid qu'il a perçue va le réveiller et à ce moment-là, il va se mettre à croître chaque fois qu'il y a un petit réchauffement. Donc on voit très bien déjà ici l'impact d'un climat qui change. Moins de froid l'hiver, ça veut dire moins de réveil. Et moins de froid l'hiver, ça veut dire aussi une série de réchauffements qui font que le bourgeon va pouvoir aller plus vite en développement pour aller jusqu'à sa floraison. Donc on voit très bien qu'on est soumis à ces deux éléments-là. Alors de façon intéressante, mon collègue Le Gave ici a montré, plutôt dans les pays alors, du Nord ou les climats continentaux, que ce qu'on observe, et c'est tout à fait vérifié par la statistique sur les stades de phénologie, on a globalement une avancée de la phénologie, c'est-à-dire que des variétés qui fleurissaient autrefois le 15 avril, aujourd'hui vont plutôt fleurir le 5 avril, et peut-être que dans 20 ans, ça sera le 25 mars. Très bien. Donc on peut avoir des avancées qui, en l'espace d'une trentaine d'années, ont progressé d'une dizaine de jours facilement, ce qui les expose donc au risque de gel. Alors paradoxalement, dans la région méditerranéenne où je me trouve, puisque j'ai travaillé à Montpellier, je continue à y habiter, on va se trouver sous le double effet d'hiver qui sont plus doux qu'avant et avec des printemps qui sont explosifs. Et en fait, la résultante de ces deux phénomènes conjugués, c'est qu'on peut éventuellement ne plus observer d'avancée des floraisons, mais une stationnarité, c'est-à-dire que les floraisons ne progressent plus vers le début d'année, tout simplement parce que le réchauffement va ralentir l'accumulation du froid pendant l'hiver. Et donc, ça nous renvoie à des questions sur la sélection des variétés fruitières pour demain, c'est-à-dire est-ce qu'il faut penser différemment la sélection créatrice de nouvelles variétés pour cultiver demain dans le Nord et dans le Midi? Et la réponse, probablement, c'est oui. Alors, je n'ai pas voulu passer sous silence un très joli travail d'une de mes collègues qui continue à travailler, qui a développé un outil cartographique, normalement dynamique. Pour l'instant, c'est un peu en panne, mais normalement, les informaticiens INRA travaillent sur la question pour que ça refonctionne bien. Elle a développé un outil qui s'appuie sur la modélisation de la phénologie pour montrer comment progressivement, à partir des zones les plus précoces, la floraison d'une espèce progresse et conquiert le territoire. Donc cet outil très apprécié des producteurs permet d'anticiper les pratiques. Par exemple, est-ce qu'il faut stimuler la levée de dormance? Est-ce que ça amène à repenser les choix variétaux? Est-ce qu'on peut anticiper une désynchronisation des floraisons, etc., etc. Je vous renvoie à ce travail et au contact avec
ma collègue Isabelle Farera. En termes de sélection, si on reste dans le scénario 1 que j'ai exposé en premier, c'est-à-dire plutôt des climats du nord un peu continentaux où on a encore un hiver bien froid, mais où quand même la phénologie tend à avancer, on peut dire sans trop se tromper, il ne faut pas trop travailler sur les besoins en froid, mais il faut travailler peut-être sur des variétés qui ont des besoins en chaleur un peu plus élevés entre le moment où la dormance va être supprimée et le moment où la floraison va se produire. C'est ce qui a été fait par exemple chez l'espèce amandier avec des variétés à floraison tardive. Bon, elles sont surtout cultivées dans le Midi, mais je pense que ce qui a été fait joue surtout sur l'accumulation des actions de chaud. Et au contraire, dans les régions méditerranéennes, on va être amené à cultiver des variétés qui ont de moindres exigences en froid l'hiver, mais pour autant, il faut maintenir quand même une certaine exigence de chaleur, sinon il y aura des floraisons intempestives et trop de gel printanier. Donc vous voyez, cette question de quelle variété avons-nous besoin demain n'est pas si facile. Alors je pense que je vais passer rapidement, mais je voulais juste vous montrer sur cette diapositive que quand on essaye de décortiquer les phénomènes à un niveau très fin, de qu'est-ce qui se passe dans un bourgeon pendant l'hiver, bon, vous regardez les arbres, vous allez au jardin du Luxembourg, là près du magnifique jardin anglais, vous savez qu'il y a un certain nombre de fruitiers, vous voyez ces arbres, vous avez l'impression qu'ils sont complètement endormis et qu'il ne se passe rien. Ne le pensez pas une seconde, il se passe énormément de choses. Et en particulier, il se passe des choses au niveau hormonal, il se passe des choses au niveau du métabolisme primaire, il se passe des choses en matière de capacité de transport dans les vaisseaux du bois, et il se passe également des choses avec ce qu'on appelle les radicaux libres et le métabolisme oxydatif. Donc tout ça bouge en fait, bouge assez doucement, mais se trouve concerné finalement par ce passage d'une situation où l'arbre s'endort jusqu'à une situation où l'arbre se réveille. Et en fait, le froid va jouer à la fois sur les synthèses d'hormones qui vont réveiller la plante, à la fois sur le débouchage des vaisseaux qui va permettre à l'arbre à nouveau d'envoyer de la sève vers la partie aérienne et vers la détoxification des métabolismes oxydatifs. Voilà, et on peut faire un peu le même type d'analyse sur les mécanismes géniques et de régulation des gènes, et je ne vais pas trop insister sur cette question. Mais simplement, vous voyez que la complexité des phénomènes auxquels on s'est attaqué nous montre la difficulté de prédire et de construire des modèles de phénologie sur une base mécaniste, c'est-à-dire s'appuyant sur des faits réels. Et donc, l'application cartophène dont je vous parlais tout à l'heure, elle est principalement basée sur des règles mathématiques qui sont sans doute un peu déconnectées de la réalité, mais qu'on essaye de faire coller à la réalité pour bien prédire. Bon, la question des idéotypes a été bien présentée dans les webinaires qui ont précédé cette séance. Je voulais juste ici rementionner ici les exposés d'Hélène Muranti, d'Anthony Bernard, je crois, ça doit être ça, qui a fait un exposé remarquable sur le cerisier. Toutes ces questions montrent qu'un certain nombre de chercheurs sont pleinement engagés sur la compréhension des phénomènes et normalement ça débouche sur de la sélection créatrice, mais vous voyez la complexité de l'entreprise. J'ai énuméré ici les points de complexité. On travaille avec des durées des cycles de graines à première floraison qui sont des cycles longs. On a une difficulté d'évaluer les caractéristiques des variés qu'on va créer. Il y a une multiplicité de caractères travaillés. Vous pouvez relire à gauche, rendement régulier, résistance aux bioagresseurs, date de maturité, qualité des fruits, etc.
les effets propres des porte-greffes qui doivent être travaillés en parallèle. Et en plus, ainsi que mes collègues l'ont souligné, beaucoup des caractères sont sous le contrôle en fait, d'une multiplicité de gènes qui ont des effets additionnels les uns aux autres. Et donc, on ne va pas forcément pouvoir les travailler très facilement. Voilà, donc un récent projet international qui s'appelle le projet INVITE, qui reliait principalement des laboratoires européens, a travaillé notamment sur la thématique des stratégies de sélection pour essayer d'améliorer l'efficience de la sélection végétale en réponse à des questions complexes. Je voulais juste ajouter que notre collègue Bénédicte Venden, toujours à l'INRA BFP à Bordeaux, nous indique dans une communication INRA récente qui date du mois de décembre, la sélection variétale prend du temps. On travaille sur le temps long pour observer la réponse des organismes au climat, mais le dérèglement climatique reste plus rapide. Et donc, les réponses de la sélection végétale, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus, ne peuvent pas fournir de solutions à court terme. Et donc, face à l'impact du changement climatique qui est déjà là, il va falloir répondre d'une autre façon. Alors, les autres façons, ça va consister à travailler un petit peu la question des systèmes de culture. Comment est-ce qu'on cultive ? Comment est-ce qu'on cultive ? Avec des concepts éventuellement nouveaux. Je vais juste vous en montrer ces deux-là. Ici, il y a un verger qui a été créé sur une station INRA qui se trouve en vallée du Rhône, à proximité de Valence, où on a imaginé un dispositif multi-espèces, multistrates, où en fait on a des cercles avec des variétés et des espèces qui sont différentes. L'idée étant de diminuer la pression des agresseurs du verger, de multiplier les chances d'avoir une très riche biodiversité et en d'autres termes de limiter les risques. Un autre concept qui a été testé, qui est un peu décevant pour l'instant, c'est d'essayer de placer la question de la production des fruits dans un contexte d'agroforesterie. C'est-à-dire que vous savez que dans une certaine frange de l'agriculture, on s'intéresse à cette question parce qu'elle est vectrice en effet de biodiversité, de complémentarité d'utilisation des ressources lumineuses, des ressources du sol, etc. Et donc, on s'est dit, eh bien, est-ce qu'on peut introduire des pommiers dans une forêt ? Est-ce qu'on peut le cultiver avec un certain avantage ? En fait, la réponse n'est pas évidente. Ça a été travaillé par un collègue à Montpellier. D'une manière générale, ces expérimentations montrent qu'on peut progresser dans le sens d'un verger qui est beaucoup plus résilient par rapport aux attaques des ennemis du verger, qu'il s'agisse de pathogènes, qu'il s'agisse de ravageurs. Par contre, très souvent, on a une baisse de la performance en termes de rendement et les qualités sont maintenues si on arrive à gérer les bioagresseurs. Un deuxième exemple, alors qui lui est un peu, non pas révolutionnaire, chacun a pu en entendre parler, vous le voyez fleurir partout, c'est l'agri-photovoltaïsme. Alors c'est pas uniquement produire du courant, c'est aussi essayer de voir si la production agricole va rester compatible avec une production agri-photovoltaïque. Et donc ça a été testé pendant une paire d'années par la station d'expérimentation fruitière proche de Sénas, en basse vallée du Rhône. C'est proche d'Avignon, c'est au sud d'Avignon. Et donc un verger a été installé sous l'ombrage dynamique en fait, de panneaux mobiles sur trackers qui génèrent de l'ombre. Alors, les personnes qui ont pensé à ce concept de production ont imaginé, et ça a été vérifié, que les panneaux photovoltaïques vont protéger les arbres de l'excès de soleil lorsqu'on est vraiment sur une période trop chaude. Donc ça va créer un ombrage, mais qu'on peut moduler. Vont protéger aussi d'une certaine façon le verger par rapport aux températures basses de nuit
et pourquoi pas de la grêle le cas échéant. Bon, il ne faut pas non plus casser trop le matériel. Et donc, une publication récente montre un bilan multicritère assez intéressant de ce concept de production, avec finalement une modération des excès thermiques, avec plutôt des températures nocturnes qui vont avoir tendance à être un peu moins fraîches la nuit, ce qui peut être intéressant en cas de risque de gel, et au contraire, décrétage un petit peu des températures excessives de journée pendant l'été, une situation hydrique un peu plus confortable pour les vergers, avec moins d'évaporation, moins de consommation d'eau et finalement moins d'irrigation. Donc pourquoi pas, cette piste mérite de continuer à être creusée. Complémentairement au fait d'imaginer et de concevoir de nouveaux systèmes productifs, la question c'est comment est-ce qu'on doit les gérer, comment est-ce qu'on va pouvoir porter des diagnostics sur l'état du végétal, de la production, etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir motiver des décisions d'intervention. Donc là, je vous renvoie à un travail qui a été réalisé par le groupement d'intérêt scientifique sur les fruits et qui maintient une veille scientifique très attentive sur ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision pour la filière fruits et qui comprend un raisonnement des apports d'intrants, un raisonnement des apports d'eau, une évaluation multicritère de la durabilité des systèmes, des indicateurs de pilotage des chambres froides, parce que produire des fruits, ça ne s'arrête pas au bord du verger, ça continue en chambre froide et ensuite dans le commerce. Tout ça étant conçu plus ou moins dans ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas table rase du passé, on continue à travailler avec des vergers standards, le cas échéant, ou bien au contraire, on change complètement de paradigme et on passe à quelque chose de complètement nouveau. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on va être amené à cultiver de nouvelles espèces fruitières pour que les exploitations puissent perdurer en Provence ou à Perpignan? On a beaucoup parlé de Perpignan l'année dernière à cause des situations de sécheresse. Et donc, on voit fleurir un certain nombre d'initiatives au travers d'espèces fruitières nouvelles qui peuvent être intéressantes à introduire dans l'économie d'une exploitation comme espèce dite de diversification. Encore faut-il maîtriser la technique qui permet de produire. Et puis, pour l'instant, le marché est tout petit. Donc, voilà. Mais on voit un certain nombre d'expériences qui sont bien accompagnées par des acteurs de la filière fruits, et notamment les stations expérimentales. Et puis, vous le savez, donc je l'annonçais tout à l'heure, il y a un gros travail qui est effectué sur l'amanderaie française, qui était quelque chose de traditionnel en Provence. On peut s'interroger aujourd'hui, vous voyez tous les événements en Californie, déstabilisation probable à brève échéance du marché international de ce fruit sec. On sait aussi que l'amandier est un consommateur d'eau effréné. Et peut-être c'est intéressant de repenser un modèle amande un peu plus national, fondé, pourquoi pas, sur un nouveau modèle économique, qui est celui proposé par par la Compagnie des amandes. Voilà, et puis de façon beaucoup plus radicale encore, cette fois-ci, on peut parler éventuellement de rupture dans le futur. Donc à côté des opportunités que représentent les nouvelles espèces, être amené à changer de zone de culture, ça va être profondément déstabilisant. Profondément déstabilisant pour les producteurs dont les productions sont pérennes. Vous êtes producteur à Avignon, vous n'allez pas aller cultiver à Gap ou en altitude, avoir une double implantation, etc., ou fermer complètement l'exploitation sur un site pour l'amener à une autre zone. Mais on ne peut pas totalement exclure que ça va se produire dans le futur. Et donc la modification des zones de culture, c'est une vraie question qui aujourd'hui est posée.
Un point qui peut être encourageant dans ce sens-là, c'est le fait que certains terroirs sont reconnus comme favorables à l'expression des qualités. Tout le monde a bien en tête les pommes d'altitude, soit semi-altitude s'il s'agit de pommes du Limousin, ou au contraire un peu plus haut si on regarde les terroirs de Savoie et de Haute-Savoie. Donc ça peut conduire aussi à des opportunités nouvelles au travers des labellisations sur de nouveaux territoires à conquérir, et dans le même temps, introduction de fruitiers méditerranéens qui étaient très peu présents sur le territoire national, avec le développement, pourquoi pas, du clémentinier en bordure méditerranéenne ou le développement de l'amandier que je viens d'évoquer. Voilà, et je voudrais juste terminer cette intervention beaucoup plus longue que prévu, vous m'en excuserez, en indiquant que finalement, dans toutes les questions qui sont posées, dans toutes les recherches qui sont menées, il me semble aujourd'hui que l'une des questions qui est posée, c'est aussi l'efficacité de ces recherches. Est-ce que les acteurs sont suffisamment coordonnés pour travailler ensemble? Est-ce qu'ils ont optimisé leur dispositif? Alors, dans le sens du oui, je dirais qu'il y a deux instances. L'une qui est apparue déjà il y a une bonne dizaine d'années, qui est le groupement d'intérêt scientifique sur les fruits, qui réunit 22 partenaires et qui, en gros, va faire asseoir à une table des partenaires qui, au départ, pourraient être tentés de travailler seuls, mais qui vont trouver un intérêt à travailler ensemble. Donc, le GIS Fruits, avec un financement public, qui notamment est INRAE, mais pas que, va pouvoir soutenir le montage de projets entre ses partenaires. Donc beaucoup d'axes sont travaillés dans ce GIS Fruits, comme celui de la mécanisation, de la qualité du fruit, et aussi des réponses au changement climatique. Et puis de façon beaucoup plus récente, et j'en parle d'autant plus à mon aise que c'est peut-être l'une des seules choses qui va subsister à Montpellier sur l'arboriculture fruitière. Il y a une chaire d'entreprise qui vient de se monter, qui s'appelle Innovarbo, qui vient d'être présentée au CIVAL pas plus tard que la semaine dernière. Et donc il y a eu une conférence introductive par un collègue qui... Alors, il ne s'agit pas de doublonner le GIS Fruits, il s'agit de créer une instance qui est très liée au monde académique, avec des étudiants qui vont pouvoir être impliqués, qui vont travailler également en lien avec les entreprises du secteur. On a déjà réuni 6 ou 7 partenaires et la porte est toujours ouverte pour développer des actions de recherche et de formation qui permettront de répondre aux enjeux de demain pour la filière arboriculture fruitière. Il peut s'agir du changement climatique, il peut s'agir de la création de valeur et de la résilience de la filière. Et puis, je l'ai dit aussi au départ, l'attractivité de la filière et de ses métiers, puisqu'on l'a constaté, le renouvellement des générations de producteurs est en déclin. Voilà, et resserrer les collaborations, j'avais une suggestion à faire, mais la salle ne continue... Enfin, vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui les partenaires, mais je pense que de plus en plus, autour de ces actions coordonnées, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on construit des connaissances nouvelles. Et moi, j'insiste beaucoup sur la notion de dispositif commun. C'est-à-dire que les vergers, ça coûte cher, il faut les installer. Si on veut travailler sur, par exemple, quel va être l'impact de la restriction hydrique, il faut planter le verger et puis commencer à travailler 4 ou 5 ans après. Et ensuite dérouler une expérimentation sur 3, 4 ou 5 ans pour avoir des résultats qui soient robustes, qu'on puisse diffuser, etc. Donc le coût de ces dispositifs communs, etc., leur manque éventuel de généricité nous amène à affirmer aujourd'hui avec un peu de force qu'il faut absolument essayer d'optimiser les synergies entre les parties prenantes et avoir, si possible, des dispositifs communs sur lesquels il y a des gens du CTIFL, de INRAE, du CIRAD, de la profession, du développement, etc., qui vont travailler ensemble pour être en synergie, rentabiliser les ressources et les dispositifs
et capitaliser sur les résultats. Voilà un peu de littérature et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Luc pour cet exposé très, très riche, et très complet et qui va probablement donner lieu à des questions. Donc la parole est à la salle maintenant. Il faut parler fort dans les micros parce que nous sommes enregistrés. Et... Merci, parce que moi, je ne sais pas les allumer. Donc, il faut parler fort dans les micros. Donc, si vous avez une question, vous levez la main, je vous passe le micro. Et Jean-Luc, je vais poser une première question, si tu veux bien, parce que tu as dit, à juste titre, qu'on était sur des cycles longs. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même rapidement combien ça prend en années de sélectionner une variété de poirier, une variété de pêcher, une variété d'abricotier, tu vois, concrètement en nombre... je ne sais pas, en nombre de semaines ou en nombre d'années Alors, j'ai plus exactement le cycle en tête dans l'ouvrage dont j'ai parlé. Il y a un très bon schéma qui est dû à notre collègue François Laurence et qui répond à cette question dans le cas du pommier. Mais en gros, on est au mieux sur des cycles de 10 ans pour sortir une nouvelle variété à partir d'un matériel de base qui est déjà un petit peu amélioré, sachant qu'il faut croiser, obtenir des semences, faire la stratification de ces semences, c'est-à-dire lever la dormance de ces semences, obtenir une plantule, élever cette plantule, l'observer au stade sur propre racine, doublonner un petit peu plus tard les meilleures sélections sur propre racine pour les mettre sur porte-greffe et les observer sur porte-greffe, et au minimum observer 3 années consécutives. Donc ces obtentions issues de semis et de croisements, je ne parle pas ici de mutagénèse, eh bien ça prend le temps de dérouler un cycle de graines à fruits qui, dans la meilleure des hypothèses, c'est 2 à 3 ans. Dans les hypothèses les plus pessimistes, chez les agrumes par exemple, c'est de l'ordre de 9 à 10 ans. Donc c'est du travail de longue haleine. Alors on peut aussi les producteurs eux-mêmes peuvent repérer dans leur verger, c'est ce qui a été fait dans le cas de Pink Lady, des clones un peu plus colorés qui vont apparaître avec de la mutation de bourgeons et donner une variété qui, sur le plan cosmétique, est peut-être un peu plus intéressante, mais qui ne va pas répondre à des questions de fond. Mais je crois en même temps que tu es un peu optimiste. Là. Après tout ce que tu viens de nous décrire, 10 ans, ça ne me paraît pas beaucoup. Non, c'est le seuil minimum. Ouais, c'est le plus rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci. Je voudrais faire plusieurs remarques en fait. Est-ce que le problème du ramassage des fruits, la difficulté de trouver des personnels n'est pas un facteur limitant ? Ça, c'est ma première question parce que j'ai des amis qui sont en Provence et je vois en fait qu'il y a les fruits qui pourrissent sur l'arbre parce qu'il n'y a personne qui peuvent venir les ramasser. Alors la seconde question, ça concerne la qualité des fruits produits et par rapport aux recherches en fait qui peuvent être faites, parce que en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion quand j'étais en activité de suivre les travaux CE-ONU à Genève sur les normes et j'étais effarée. Je sais que pendant 2 jours, on avait discuté de la longueur du pédoncule des haricots pour le ramassage, à savoir il fallait un pédoncule court quand c'était coupé à la machine et des pédoncules longs quand c'était coupé à la main, mais à aucun moment on s'est interrogé sur la qualité des produits, la qualité gustative. Je pense que ça rejoignait le problème de l'exposé d'après. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un problème important, le caractère gustatif. Et est-ce que c'est pas possible d'essayer de travailler sur les variétés anciennes qui avaient quand même un meilleur goût que les variétés actuelles ? Enfin voilà, c'est une question. Merci.
Merci beaucoup pour votre intérêt sur ces questions. Je vais essayer de répondre. Alors, déjà sur les chantiers de récolte. Alors, les chantiers de récolte reposaient historiquement beaucoup sur de la main-d'œuvre locale, sur des personnes qui s'embauchaient, c'était des journaliers, c'était des saisonniers, etc. Aujourd'hui, il y a des équipes qui tournent, qui peuvent être des équipes de travailleurs locaux, qui peuvent être des équipes qui viennent de l'étranger. Par exemple, sur la région méditerranéenne, on a des équipes d'équatoriens. Alors, vis-à-vis de tout ce qui se passe autour du débat public autour de l'immigration, je ne vais pas rentrer sur la question, mais dire simplement que factuellement, j'ai compris que les arboriculteurs passaient des contrats avec des sociétés qui elles-mêmes sont à l'étranger et qui en fait sont le chapeau de ces équipes qui vont s'employer sur un verger, puis sur un vignoble et puis repartir au pays. Hein, voilà. Donc je pense que ça devrait continuer. Voilà. Avec un certain nombre de questionnements sur est-ce que les règles sociales et de protection de ces personnes sont bien assurées, à quel tarif sont-elles payées, comment sont-elles hébergées, enfin, est-ce que tout ça est acceptable? Bon. Derrière, en filigrane, il y a la question de la récolte mécanique ou robotique, sur laquelle je suis malheureusement moi-même très peu informé. Il y a régulièrement des travaux. Il y a eu dans les années 1990 la tentative par le CEMAGREF de l'époque de développer un robot de cueillette pour les pommes. Ce robot n'a pas vu le jour de façon opérationnelle, mais on arrivait à cueillir un fruit par seconde à peu près quand même. Pour des raisons économiques et de développement industriel, je pense que ça n'a pas abouti. On voit périodiquement des choses qui sortent. Il me semble que la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont extrêmement actives sur ces questions. Sur les chantiers de récolte, j'ai envie de dire aussi, il y a autre chose qui nous interroge, c'est qu'à la faveur du changement climatique, on a un risque de voir se confondre un petit peu les calendriers de maturité. C'est-à-dire que l'étalement des calendriers pourrait éventuellement être amené à se restreindre un petit peu lorsque des régions sont en télescopage. Du coup, c'est un télescopage sur le marché des fruits, mais c'est un télescopage aussi sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Hein, d'accord ? Donc voilà, c'est beaucoup de questions posées, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Alors sur la qualité, vous avez raison d'insister, on ne parle malheureusement que de ce qu'on connaît. J'ai juste envie de vous dire que la qualité, elle va évidemment impacter le développement de fleurs à fruits, les changements, les perturbations climatiques, dans le sens où dans le fruit, la phase pendant laquelle on a un nombre de cellules qui s'accroît, qui se multiplient, des cellules qui se divisent, en fait, on pense, et je pense que c'est vérifié, mais je n'ai pas fait de bibliographie récente sur cette question, que le nombre de cellules totales d'un fruit qui se développe sous régime thermique un peu plus élevé, ça va être un fruit qui sera peut-être de même calibre, mais avec des cellules plus grosses et moins nombreuses. Donc les aspects de texture et de réseau intercellulaire vont être modifiés. Souvent, dans les fruits d'altitude, on leur reconnaît un caractère un petit peu plus croquant, un peu plus dense, alors que des pommes de plaine sont éventuellement un petit peu plus sensibles au choc, un peu moins denses. Donc ça, ce sont des choses que l'on observe. On a deux caractères de qualité qui vont être clairement impactés par le régime des températures. C'est l'aptitude des fruits à avoir un épiderme coloré, souvent à la faveur de nuits fraîches qui alternent avec des journées plus chaudes. Et deuxièmement, c'est l'acidité des fruits. Et dans le cas de... Je vais juste dire un mot sur le second
phénomène. On a reconnu qu'en Corse, on aurait du mal à maintenir l'IGP Clémentine de Corse sans modifier le cahier des charges, parce que les exigences d'acidité minimale sont mises à mal par le climat automnal qu'il y a en Corse depuis quelques années. Ce qui fait qu'il y a des lots qui ne répondent plus au cahier des charges. Et donc, on va éventuellement avoir du mal à maintenir des standards de qualité, ou alors il faut les faire évoluer un petit peu. Voilà. Et puis enfin, sur ce qui était un peu sous-jacent à votre propos, la question des variétés anciennes pourrait mériter une après-midi complète à l'Académie, je pense. Si vous avez le temps de suivre les webinaires qui ont été présentés dans cette série très intéressante cette année, vous aurez bien observé qu'il a été question de collection, de corps collection, de puiser dans les ressources génétiques. Donc, ne pensez pas une seconde que ces caractères de qualité qui étaient reconnus chez des variétés anciennes, ne pensez pas qu'ils ont disparu. Ils sont retravaillés, ils sont présents d'une autre façon dans le matériel qui est proposé aujourd'hui. Simplement, à l'époque, on cultivait avec des rendements de 15 tonnes hectares, quand aujourd'hui, on produit à 40 ou à 50 ou 60 tonnes hectares. Donc les conditions de la production ont changé. Il n'y a pas que le matériel végétal qui a changé, il y a aussi les standards de production. Voilà, donc il ne faut pas trop charger les variétés nouvelles en disant elles sont mauvaises ou elles n'ont plus de goût, mais constater, et nous le constatons tous, que les façons de produire de plus en plus intensives vont brider quand même l'expression de cette qualité. Désolé d'avoir été un peu long dans ma réponse. Oui. Oui. Jean-Jacques Lescure, je suis membre des Croqueurs de Pommes, donc on parlait des variétés anciennes. Voilà. Moi, j'ai une question sur la diversité des variétés qui sont à notre disposition. Et dans quelle mesure elles peuvent être une réponse au problème du changement climatique. Alors, je vais donner un exemple. J'étais en Belgique il y a 3 mois. Et bon, la Belgique, c'est le pays de la poire. Si on parle des variétés anciennes, c'est le pays où on a créé le plus de variétés de poire. Mais c'est aussi un pays dans lequel on fait des recherches. Et j'ai donc découvert les activités du centre de recherche agronomique de Wallonie. Oui. Vous connaissez? Non. Oui. Donc, où ils ont fait un énorme travail depuis 50 ans, c'est pas nouveau, hein, de collecte de toutes les variétés dans tous les terroirs de la Belgique, et puis pour répertorier ces variétés, les retrouver, mais aussi pour tester ensuite au centre, dans le verger de Gembloux, je crois, ça s'appelle. Le comportement de ces variétés dans différentes circonstances. Et donc, on a l'impression qu'ils sont capables de dire, à tel endroit, si on veut que nos variétés soient plus résistantes aux maladies, il vaudrait mieux utiliser telle variété, à tel autre endroit, telle autre variété. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai regardé la production de poires en Belgique. En Belgique, en 2023, c'était le premier producteur de poires en Europe. Bon, c'était suite justement des problèmes que vous devez connaître de changement climatique avec la baisse. Avec une monoculture de la variété Conférence. Avec une monoculture de la variété Conférence, puisqu'elle représente 91% des volumes produits. Alors, est-ce qu'il n'y a pas c'est une question, mais est-ce qu'il n'y a pas un retard finalement à l'allumage de l'adaptation de la production fruitière qui devrait utiliser tous ces résultats qui viennent de la recherche scientifique sur la diversité des variétés? Alors, cette différence qui est considérable entre le matériel qui est conservé par des réseaux, dans le cas de la Belgique, ce sont les jardins expérimentaux ou les vergers expérimentaux. Enfin bon,
Tout ça est organisé en réseau. En France, je crois qu'Yvette sera parfaitement bien placée pour vous le dire aussi. Donc, il y a en effet la volonté de conserver une diversité de ce qu'on appelle les allèles, c'est-à-dire une diversité génétique et des caractères qui seront potentiellement utiles pour le futur. Dans les séminaires qui nous ont été présentés, je crois que c'est Anthony qui nous a dit on peut aussi développer ce qu'on appelle des collections cœurs, c'est-à-dire qui vont rassembler jusqu'à 80% de cette diversité allélique qui ne demande qu'à être brassée, recombinée, etc., pour qu'on soit capable de ne pas perdre de gènes intéressants, si vous voulez, mais qui soient disponibles pour le futur. Donc ça, c'est ce qui existe potentiellement. Mais après, en face de ça, et vous avez complètement raison, il y a la réalité de la production et de la production pour le marché. Donc là, on est face à deux grands modèles, finalement. Je vais schématiser énormément. Soit on va vers un redéveloppement d'une agriculture locavore et on va travailler uniquement avec des variétés locales et avec des marchés locaux. Et à ce moment-là, ça va favoriser une nouvelle diversification autour de ce qui a été conservé sur un plan local. Ou alors le grand commerce va s'imposer. Quelque part, on est un peu entre les deux, mais le grand commerce ne veut pas trop de diversité. Voilà. Et aujourd'hui, on a en France potentiellement 4000 variétés de pommes connues, et le marché international, c'est 15 à 20 variétés. Donc il y a une énorme différence, vous voyez, entre ce qui est conservé, ce qui est potentiellement dans nos réserves et ce qui est envoyé sur le marché. Et il y a d'excellentes variétés qui existent potentiellement, mais qui ne sont pas beaucoup développées parce qu'elles ont... Alors, aucune variété, ni ancienne ni nouvelle, n'est parfaite. Il y a toujours un caractère qui est pénalisant, qui fait qu'on ne va pas la cultiver. Soit elle est trop petite. Il y a une petite pomme là qui est sortie. On la vend dans des boîtes de balles de tennis. Ça s'appelle je ne sais plus comment. C'est assez sympa. C'est très bien pour le fruit à la récré des enfants. Mais ceux qui veulent manger des grosses pommes, ça ne va pas les satisfaire. Vous voyez. Bon. Elle est très bonne. Elle est un peu acidulée, etc. Bon, bref. Voilà. Mais je partage votre perplexité, mais on est soumis en fait au fait que cette production de fruits, elle est mondialisée. Je ne peux pas trop développer, mais il y a du commerce de pommes entre la France, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande. Il y a des pommes qui arrivent en France qui ont 3 semaines de bateau. Et ce qui arrive, c'est uniquement de la Granny Smith. Voilà. Bon, donc. Oui, j'ai une question, mais c'est en tant que particulier, donc je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser cette question. Donc j'ai des pommiers et j'ai un pommier cox orange qui a 20 ans et qui est mort en 2023. Donc j'imagine que c'est dû à la sécheresse. Il était à côté d'un pommier rennais du Canada, lui il se porte bien. J'ai un cerisier burlac à 60 ans et là, il y a quelques semaines, son tronc vient d'éclater. Donc je ne sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est en lien aussi avec le climat. C'est en région Rhône-Alpes, au nord-ouest de l'Ain, en Bresse. Et puis voilà, donc la question que je me posais, est-ce que je peux replanter? Alors, ce cerisier avait eu, les cerises, il y a quelques années, avaient été touchées par la mouche Suzuki. Et pour autant, il y a cette fameuse mouche, mais pour autant, il avait de magnifiques fleurs au printemps dernier encore. Bon, voilà. Mais on ne consommait plus les cerises, parce qu'il y avait des petits vers. Et puis, ma question, est-ce que je peux replanter? Mais alors, peut-être qu'il faut que je m'adresse à une association, les croqueurs de pommes. Est-ce que je peux replanter compte tenu de tout ça? Qu'est-ce que je plante? Et voilà, à qui je m'adresse? Sur la pomme cox orange, j'ai juste envie de dire qu'elle est très bien adaptée à des climats océaniques.
C'est une pomme d'origine anglaise, comme son nom l'indique. Elle aime bien l'humidité atmosphérique et si votre jardin ou votre propriété se trouve à un endroit qui est soumis à une sécheresse estivale, c'est pas très favorable. Il y a probablement mieux. Bon. Et même si le pommier a 20 ans? Oui, mais les 20 dernières années ont été peut-être plus favorables que ne seront les 20 prochaines. D'accord ? Bon. Donc, planter, c'est toujours préparer le futur. Pensez en effet que quand vous plantez un arbre aujourd'hui, c'est pour produire pendant 20, 30 ou 40 ans. Voilà. Bon, donc, on est obligé de tenir compte et d'anticiper un peu sur ces conditions nouvelles. Après, replanter, alors là, il y a une difficulté qui est spécifique, mais ce n'est pas la bonne après-midi pour en parler, mais replanter au même endroit avec peut-être le même porte-greffe, etc., ce n'est pas du tout recommandé parce qu'on va avoir de la fatigue du sol et éventuellement des pathogènes du sol. Donc ça, c'est un peu compliqué. Quand on veut remplacer sur le même lieu, il faut faire une fosse, il faut enlever la terre, et il faut remettre une terre vierge. C'est possible, hein, mais voilà, ça coûte un peu cher. Bon. Ou alors vous mettez votre cerisier là où était votre pommier et voilà. Voilà. Sur les causes de mortalité du cerisier, je suis incapable de vous répondre, elles sont diverses. Il y a beaucoup de bactériose chez les cerisiers. Il est possible qu'une bactériose un peu insidieuse n'ait pas été repérée à temps. En général, ça fait mourir l'arbre branche par branche, un dépérissement un petit peu progressif, mais ça peut être une apoplexie aussi. Et donc, voilà. Bon, là, sur le cerisier, il va falloir aller puiser dans des variétés nouvelles. Burla existe encore, hein, mais très sensible à l'éclatement. Dans l'exposé d'Anthony Bernard, pour y revenir, il y a eu un micro-débat sur l'intérêt des cerises à chair blanche. Des bigarreaux genre Napoléon et autres, qui semblent moins attractifs pour les oiseaux et peut-être pour la mouche, à vérifier. Bon, voilà. Mais de toute façon, il y a aussi de nouveaux porte-greffes qui vont peut-être permettre de cultiver à des arbres un peu plus petits qu'on pourra mieux protéger. Bon, Jean-Luc, je m'excuse, je vais t'arrêter et je vais arrêter les questions aussi parce qu'on a encore un exposé à 2 voix.